Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci d'être là. Je remercie mes amis, Dr Guebera, merci de votre confiance. Merci Dr Azizi. Alors, le choix du sujet. Pourquoi parler de l'hypercorticisme? En fait, Dr Azizi m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Pourquoi on a choisi ce sujet? Je ne vais pas vous dire, allez traiter la maladie de Cushing, syndrome de Cushing. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est comment faire un diagnostic. Qu'est-ce qu'il a mon patient? Et pourquoi le choix? Je reviens à pourquoi le choix de l'hypercorticisme. Parce que souvent dans nos consultations, dans vos consultations, vos patients viennent vous voir avec des taux de cortisol élevés. Ils sont à 350, à 400. Ouh là là, qu'est-ce qu'il a mon patient? Eh bien, je vais vous donner la conclusion dès maintenant. On ne pose jamais le diagnostic d'un excès de sécrétion de cortisol par un dosage de cortisolémie. Quand vous faites un dosage de cortisol le matin à 8 heures, c'est un dosage qu'il ne faut jamais faire si vous avez dans l'objectif d'éliminer un hypercorticisme ou bien un excès de sécrétion de cortisol. On demande une cortisolémie à 8 heures quand on suspecte une insuffisance surrénalienne et non pas un excès de sécrétion de cortisol. Je suis stressé, j'ai mal dormi, j'ai eu un événement malheureux ou heureux et je vais au laboratoire pour me faire piquer, boum, mon taux de cortisol va être élevé. Donc ça ne sert absolument à rien. On ne demande un taux de cortisol à 8 heures que si vous suspectez une insuffisance surrénalienne. Ça, c'était mon message numéro 1 qui est très important. On va parler du cortisol. Et pour parler du cortisol, on est obligé, bien sûr, d'évoquer l'hypophyse. Cette fameuse petite glande qui descend, bien sûr, du cerveau, qui fait à peu près 1 cm. C'est 0,5 à 1 gramme, hein, c'est vraiment très petit. Cette fameuse petite glande qui va nous fabriquer toutes les hormones, bien sûr, indispensables à la vie d'un être humain. Cette hypophyse, regardez si je le divise schématiquement. Les côtés de l'hypophyse vont me fabriquer de la GH, l'hormone de croissance. Le bas de l'hypophyse va me fabriquer de la TSH. Le haut de l'hypophyse, là où vient s'implanter le tube neural, là où vient s'implanter la tige pituitaire, il est responsable de la fabrication de la FSH et de la LH. Il manque la prolactine. Elle est où? Les cellules qui fabriquent la prolactine sont mélangées avec les cellules AGH. Donc là, c'est l'antéhypophyse qui est responsable de fabriquer ces hormones-là. La post-hypophyse, elle a 2 rôles. Elle nous fabrique 2 hormones. L'ADH qui permet de réguler la soif et l'ocytocine qui permet la contraction de l'utérus pendant l'accouchement. C'est pour cela, quand une femme fait un accouchement hémorragique, elle a un risque, bien sûr, de nécroser cette hypophyse-là, parce que l'hypophyse, elle est tellement sollicitée pendant l'accouchement que donc, ça peut donner des problèmes s'il y a un accident. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Ça, c'est l'hypophyse. L'hypophyse, vous êtes des médecins de première ligne, on est tous des médecins de première ligne. On a nos patients qui viennent nous voir. Il faut des fois prendre le cliché, oser voir le cliché. Eh bien, regardez, ça c'est bien sûr le chiasma optique. Du chiasma optique, il y a cette petite tige, c'est la tige pituitaire, et là vous avez l'antéhypophyse et la posthypophyse. Là, c'est une coupe sagittale. En coupe transversale, vous avez l'hypophyse qui est là. Il y a des éléments très, très importants. Ces éléments, c'est les 2 sinus caverneux. Ils sont très importants. Pourquoi j'en parle? Parce que si j'ai un adénome hypophysaire qui va englober ces sinus caverneux, la chirurgie de cet adénome va être très, très difficile. Donc, c'est important. Là, vous avez le chiasma optique et la tige pituitaire. Donc, si j'ai un gros adénome hypophysaire, il risque de me comprimer ce chiasma optique. C'est pour ça qu'on a des anomalies du champ visuel. Un dernier point, bien sûr, c'est le sinus sphénoïdal. Donc, c'est là où passe le chirurgien quand il veut enlever un adénome de l'hypophyse par voie transsphénoïdale. Donc, ça, c'est des repères que vous devez connaître, c'est bien sûr quand on s'intéresse à l'hypophyse. Aujourd'hui, on va parler du cortisol. Et je vais axer, bien sûr, ma présentation sur ce fameux cortisol. Vous savez très, très bien que l'hypothalamus, c'est une aire
au niveau, bien sûr, du cerveau. L'hypothalamus va nous fabriquer de la CRH. Cette CRH, elle va nous donner l'ordre à cette antéhypophyse de nous fabriquer de l'ACTH. L'ACTH, elle va se déverser au niveau sanguin, donc c'est par voie sanguine, elle va agir au niveau des glandes surrénales, et la surrénale, elle va nous fabriquer du cortisol. C'est ce qu'on appelle l'axe corticotrope. Donc l'axe corticotrope comprend l'hypothalamus, l'hypophyse et bien sûr les glandes surrénales. La maladie de Cushing, d'où vient ce nom? Il vient de M. Cushing, c'est un Américain qui a décrit pour la première fois, regardez, en 1932, cette maladie. C'est une maladie qui touche beaucoup plus bien, les femmes que les hommes. J'ai dit maladie de Cushing. Et maintenant, je vais utiliser le terme syndrome de Cushing. Quelle est la différence entre les deux? La maladie de Cushing, c'est une petite tumeur bénigne au niveau de l'hypophyse. Cette tumeur bénigne va me fabriquer de l'ACTH en excès. C'est ce qu'on appelle la maladie de Cushing. Ça, c'est très important. Et regardez cette tumeur, elle est énorme. Hein? C'est exceptionnel quand on tombe sur des adénomes corticotropes aussi gros. Hein? Ce qui est difficile dans la maladie de Cushing, c'est de trouver ces adénomes. Parce qu'en général, ces adénomes, bien sûr, hypophysaires, ils sont tellement petits qu'il faut plusieurs IRM pour pouvoir les localiser. Et, bien sûr, cette sécrétion d'ACTH va entraîner un excès de sécrétion du cortisol par les surrénales, et c'est ce qu'on appelle l'hypercorticisme. Maintenant, c'est quoi le syndrome de Cushing? Quand vous avez beaucoup de cortisol dans le sang, ce cortisol, il va influencer beaucoup d'organes, il va nous donner beaucoup de signes. Donc l'ensemble de ces signes, on n'est pas forcé que ça soit d'origine hypophysaire. L'ensemble de ces signes liés à l'excès de sécrétion du cortisol, on appelle ça le syndrome de Cushing. Donc, quand on a un syndrome de Cushing, la cause de cet excès de sécrétion de cortisol peut être hypophysaire ou bien autre. Et on va voir, le plus souvent, c'est surrénalien. C'est exceptionnel que ça soit ectopique. Maintenant, quand vous avez trop de cortisol, pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais parce que ça agit sur énormément de choses. D'abord et avant tout, ça a un effet métabolique. Sur le plan métabolique, ça augmente l'envie de manger, ça ouvre de l'appétit. Donc, les patients vont grossir. Aussi, ça va agir au niveau du foie. Ça augmente la néoglucogénèse. Donc, le foie va produire trop de sucre. Et en produisant trop de sucre, un jour ou l'autre, ça va se perturber et on va devenir diabétique. Aussi, ça va agir au niveau musculaire. Ça augmente la protéolyse. Donc, ça détruit le muscle. C'est pour ça que les patients qui ont une maladie de Cushing ou un syndrome de Cushing, ils ont des membres qui sont grêles, elles sont fines, parce qu'ils ont fait disparaître leurs muscles à cause de cette destruction musculaire. Le tissu adipeux, il y a une augmentation de la lipolyse. Donc tout cela va engendrer des maladies cardiovasculaires et de la rétention hydrosodée. Tout cela qui parle d'atteinte, bien sûr, de rétention hydrosodée, dit également hypertension artérielle. Qui parle d'atteinte de lipides, dit athérosclérose et maladies liées au cholestérol. Et aussi, ça va agir sur le système immunitaire. Maintenant, quels sont les signes de la maladie de Cushing? Il y a des signes qui sont spécifiques. Et moi, aujourd'hui, c'est sur ça que je veux, bien sûr, faire le point. J'ai un deuxième message à faire passer, c'est aller rechercher ces signes-là. Ces signes, regardez, c'est cette fameuse obésité facio-tronculaire. Dès qu'un patient qui a un hypercorticisme rentre dans votre cabinet, s'installe en face de vous, à la vue, vous allez le reconnaître. Vous allez le reconnaître parce que, bien sûr, il a ce faciès qu'on appelle cushingoïde, faciès facio-tronculaire. Il a cette bosse de bison, c'est ce qu'on appelle le buffalo-neck. Il a ce comblement des creux susclaviculaires et aussi, il vient avec des bleus.
les patients, ils viennent avec des bleus un peu partout. Pourquoi il y a des bleus un peu partout? Parce qu'il suffit qu'ils se tapent contre une porte, contre un mur, et ça va de suite donner un bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a une fragilité capillaire. Les vaisseaux sont devenus tellement fragiles, et il va y avoir une fonte musculaire, de l'ostéoporose, de l'hirsutisme, et un retard de croissance quand ça atteint les enfants. Ça, c'est des signes spécifiques de la maladie Cushing. Eh bien, regardez, cet hirsutisme-là, qui est parlant, donc vous l'avez compris, que devant tout un hirsutisme, il faut éliminer un hypercorticisme. Il y a bien sûr ce faciès, regardez, comme les gens qui boivent énormément d'alcool, ils vont bien sûr avoir cet aspect-là, qu'on appelle l'aspect cushingoïde. Donc là, il y a le comblement des creux susclaviculaires, regardez, on le voit très très bien. Et après, on va venir à ces fameuses vergetures que vous connaissez tous par cœur, les vergetures pourpres, mais elles doivent obligatoirement être sombres et larges. Elles doivent dépasser 1 centimètre. Donc ça, c'est quoi? C'est l'ACTH, l'excès d'ACTH qui va aller se déposer et ça va nous donner cet aspect pourpre, bien sûr, au niveau des vergetures et bien sûr les fameux ecchymoses, cette fragilité capillaire qui est liée à l'excès de cortisol. Il y a des signes moins spécifiques, j'en ai parlé tout à l'heure, l'hypertension artérielle à cause de la retention hydrosodée, le diabète, parce que vous avez une augmentation, je l'ai dit, de la production hépatique du sucre, etc. Donc tout cela, ce sont des signes qui sont non spécifiques. Maintenant, qu'est-ce que ça a comme conséquences? Les conséquences, c'est quoi? Vous l'avez compris, sur le plan métabolique, c'est le diabète. Sur le plan osseux, c'est l'ostéoporose, c'est bien sûr la fonte musculaire, c'est l'obésité, c'est l'augmentation du risque thromboembolique, c'est l'hypertension artérielle, c'est le risque infectieux par cette atteinte de l'immunité. Donc c'est ça, les risques d'avoir un excès de cortisol. Maintenant, les signes. Est-ce que je vais retrouver tous ces signes? Eh bien, il y a des signes qui sont fréquents. Et si j'ai à résumer, retenez ça, retenez cette diapo qui est très importante. La probabilité que je tombe sur un hypercorticisme, ces 3 symptômes, retenez-les, c'est les 3 derniers. Parce que quand vous les avez, la probabilité d'avoir un hypercorticisme, elle est très importante. C'est quoi ces 3 signes cliniques? C'est d'abord l'obésité facio-tronculaire. C'est important. Et dès que vous voyez votre patient, il est en face de vous, vous avez au regard, il a cette obésité facio-tronculaire, avec des membres grêles, comme une allumette. Il a des membres très très fines, avec le haut, bien sûr, qui est énorme. Pourquoi les membres sont très fines? Parce qu'il y a une fonte musculaire. Donc, et aussi cette fragilité capillaire. Donc, vous voyez, vous allez trouver des bleus un peu partout. Donc, ces 3 signes, retenez-les. Quand vous avez ces 3 signes, il faut aller rechercher un hypercorticisme. Ça, c'est très important. Comment? Et moi, c'est ce comment que je veux m'attarder. Et si vous me retenez ce comment, ça y est, on a gagné. On peut rentrer chez soi. D'accord? Donc, c'est très important. Le diagnostic positif, ce n'est pas la cortisolémie à 8 heures. Surtout pas. Vous pouvez avoir un Cushing intermittent et avoir une cortisolémie normale. Vous pouvez avoir un stress et avoir un taux de cortisol au plafond. Donc non, ce n'est pas une cortisolémie à 8 heures qu'il faut faire. Il faut faire soit le cortisol libre urinaire. Et là, ça nécessite un recueil des urines de 24 heures. Soit vous allez faire un cortisol salivaire de minuit. Comment? C'est grâce à des salivettes. Regardez, c'est des petits cotons donc que le patient il va imbiber à minuit, il va prendre ce coton, il va le frotter avec sa salive, il va le mettre bien sûr dans une petite poche et le lendemain, il doit le remettre au laboratoire et on va doser le taux de cortisol salivaire. Le taux de cortisol salivaire à minuit, il est effondré. Donc, mais si je le trouve élevé, ça veut dire qu'il y a un excès de sécrétion de cortisol. Donc, on fait ce test grâce à des salivettes.
Le test que je vous demande de retenir et que j'estime est le plus fiable pour le Marocain, c'est ce qu'on appelle le test de freinage minute. Le test de freinage minute, il est très simple. Je vais vous donner la diapo qui suit exactement l'ordonnance, comment elle doit être rédigée pour faire un test de freinage minute. Comment? On va donner 2 comprimés de Dectencil 0,5 mg. Au Maroc, on n'a pas le Dectencil. Le Dectencil, c'est de la dexaméthasone. Et qu'est-ce qu'on a au Maroc comme dexaméthasone? Le décadrant. C'est exactement la même chose. On va utiliser du décadrant à 0,5 mg, bien sûr, qu'on va donner aux patients à minuit. 2 comprimés de décadrant à minuit. Et le lendemain matin, je vais dire à mon patient de faire un prélèvement de cortisol à 8 heures. Normalement, je l'ai freiné. Ça s'appelle un test de freinage minute. J'ai freiné, donc je dois avoir un taux de cortisol effondré. Si mon taux de cortisol n'est pas effondré, ça veut dire que j'ai un excès de sécrétion de cortisol. Ça veut dire que mon test de freinage minute est positif, donc je dois aller creuser plus loin. Donc, retenez ce test-là. Sinon, je vais faire ce qu'on appelle les tests, les freinages faibles à 2 mg. Des fois, on fait même à 8 mg, mais ça ne se fait pas en ambulatoire, ça se fait en hospitalisation. Il y a d'autres tests. Les autres tests, c'est le cortisol plasmatique à minuit, c'est bien sûr la rupture du cycle du cortisol. Je fais un cortisol toutes les 4 heures et je vais voir est-ce qu'il y a une rupture du cycle du cortisol. Je fais ce qu'on appelle un test au CRH, mais tout cela, c'est compliqué et ça se fait en hospitalisation. Donc, si je veux, moi, poser le diagnostic, est-ce qu'il y a un hypercorticisme ou pas? Retenez 3 moyens de dépistage. Et il faut utiliser un de ces 3, soit le cortisol libre urinaire, soit le test de freinage minute, soit le cortisol salivaire à minuit. Pour le test au Dectencil, c'est comme ça, c'est mon ordonnance. J'écris ça au laboratoire. J'écris test au Dectencil 1 mg entre parenthèses d'hexaméthasone. Dosage de la cortisolémie le matin à 8 heures, après prise orale la veille à minuit de 2 comprimés de Dectencil 0,5 mg. Si j'ai une cortisolémie le lendemain matin à 8 heures inférieure à 1,8 microgrammes par décilitre, j'élimine un excès de sécrétion de cortisol. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Il y a de l'alcoolisme, il y a autre chose, mais pas un excès de sécrétion de cortisol. Donc, c'est ce que je veux que vous reteniez. C'est mon message numéro 3. Comment poser le diagnostic? Ça, c'est très important. Maintenant, je suis en hypercorticisme. D'abord, j'élimine tout ce qui est exogène. Une prise de corticoïdes, un alcoolisme, etc. Si ce n'est pas le cas, je vais faire les 3 dosages que je vous ai dit, un des 3. Tout ça se fait en ambulatoire. Le reste, c'est vraiment pour savoir est-ce que le problème il est central, est-ce que le problème il est périphérique, si je veux confirmer, si j'ai des résultats douteux. Mais pour poser le diagnostic, c'est ça, c'est ces 3, bien sûr, tests que vous devez retenir. Maintenant, je suis devant une suspicion d'un hypercorticisme, je fais en ambulatoire, je n'ai pas besoin ni d'hospitaliser ni rien, mon patient en essayant un de ces 3 tests que je vous ai bien sûr décrits tout à l'heure en détail. Si j'ai le test qui est normal, c'est bon, j'oublie, sauf si j'ai une forte conviction. Mais ce n'est pas possible. Il a un faciès cushingoïde, il ne prend pas de corticoïdes, il a de l'hypertension artérielle, il a du diabète, il a des membres grêles, il a des vergetures pourpres, mais ce n'est pas possible. Peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être que c'est une erreur. Là, les recommandations vous disent, vous devez recontrôler ces tests-là. Donc, c'est important. Et bien sûr, mais si c'est normal, ce n'est pas un hypercorticisme. Mais si c'est anormal, je dois aller creuser et faire des examens beaucoup plus poussés. Les examens beaucoup plus poussés, c'est bien sûr le test au Dectencil 2 mg et c'est d'autres tests. Mais bien sûr, si ces tests sont anormaux, je confirme qu'il y a un problème de sécrétion de cortisol, c'est confirmé. À ce moment-là, je vais aller doser l'ACTH. Et cet ACTH, elle va me servir à quoi?
Si j'ai une ACTH qui est élevée, qu'est-ce que cela veut dire? Le problème, il vient d'où? Le dosage d'ACTH. Si j'ai une ATH qui est normale ou augmentée, ça veut dire que le problème, il vient de l'hypophyse. Ça veut dire que c'est l'hypophyse qui me fabrique beaucoup d'ACTH, et c'est pour ça que la surrénale me fabrique beaucoup de cortisol. Mais si j'ai une ACTH qui est effondrée, elle est basse, ça veut dire que l'hypophyse, le pauvre, il n'y est pour rien. Ça veut dire que le problème, il est surrénalien. Donc, je ne vais pas, moi, aller à mon patient lui demander IRM hypophysaire, scanner surrénalien, ACTH, cycle de cortisol. Non, je vais diriger mes examens. Je demande une ACTH, elle est élevée. Attention, le problème vient d'en haut. Elle est effondrée, le problème vient d'en bas. Donc là, je vais voir, est-ce que je demande soit un scanner surrénalien, soit bien sûr une IRM de l'hypophyse. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'hypercorticisme ACTH indépendant ou bien l'hypercorticisme ACTH dépendant. Pour gagner du temps, l'hypercorticisme lié à un problème surrénalien, dans l'immense majorité des cas, c'est un adénome surrénalien. Donc, vous l'avez compris, il y a un adénome au niveau de la surrénale, je vais l'enlever. Malheureusement, des fois, c'est un cancer. C'est ce qu'on appelle un corticosurrénalome. Et dans le corticosurrénalome, il y a le malin et le bénin. Ou bien, bien sûr, c'est une hyperplasie des deux surrénales. Donc là, c'est autre chose. On ne va pas aller enlever les deux surrénales, mais des fois, on est obligé de le faire. Donc ça, c'est l'origine surrénalienne. Vous l'avez compris, l'imagerie, c'est surtout le scanner surrénalien. Sinon, le problème, il vient d'où? Le problème, c'est ACTH dépendant. C'est l'hypophyse qui fabrique trop d'ACTH. Quel est le problème de ces adénomes corticotropes? C'est qu'ils sont trop petits. Ils font en général moins de 5 mm et ils sont étoilés sous forme comme une étoile de mer. Donc quand on les enlève et on laisse un bras de l'étoile de mer, ce bras continue à sécréter et il y a une récidive. Leur chirurgie, elle est très, très difficile. C'est important. Donc, juste ça, je vais gagner du temps, on l'a compris, je l'ai dit. Donc, c'est la maladie de Cushing et le syndrome de Cushing. Et des fois, au niveau de l'hypophyse, on n'arrive pas du tout à localiser. On est obligé de refaire l'IRM à plusieurs reprises pour aller détecter. Des fois, on laisse le temps, on laisse à 1 an, on laisse 2 ans. Donc, pour pouvoir trouver, donc cet adénome, on ne le trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un cathétérisme des sinus pétreux. On monte, bien sûr, par cathétérisme au niveau de l'hypophyse et on fait des prélèvements étagés et on voit là où il y a un trop de sécrétion d'ACTH et on dit là, il y a la tumeur et le neurochirurgien va aller enlever cette partie-là. Donc ça, c'est, bien sûr, c'est compliqué. Malheureusement, les adénomes corticotropes sont tellement petits qu'ils nous posent problème de diagnostic. En conclusion, j'ai fini. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pathologie, heureusement, elle est rare, mais malheureusement, quand elle est là, elle a beaucoup de comorbidité et aussi de mortalité. Donc, faites attention à l'excès de sécrétion de cortisol. Je vous ai montré comment poser le diagnostic positif. Et poser le diagnostic positif, d'abord clinique, l'obésité facio-tronculaire, la fragilité capillaire et l'amyotrophie des membres inférieurs. Elle est très importante. Si vous avez ça, allez-y demander un test de freinage minute. Très facile, test au Dectancil 1 mg, dosage de la cortisolémie le matin à 8 heures, après prise orale la veille à minuit de 2 comprimés de Dectancil 0,5 mg. Si vous avez une cortisolémie inférieure à 1,8 microgrammes par décilitre, j'insiste sur l'unité, microgrammes par décilitre, parce qu'il y a plusieurs unités, et vous éliminez l'hypercorticisme. Bien sûr, le diagnostic étiologique, comment? Vous allez compléter par un dosage d'ACTH. Si l'ACTH est élevée, le problème vient d'en haut. Si l'ACTH est effondrée, le problème vient d'en bas. Donc, je vais orienter, est-ce que je vais faire une IRM de l'hypophyse ou bien je vais faire un scanner surrénalien? Et bien sûr, attention, ça nécessite des centres spécialisés. Ça m'est arrivé d'envoyer mes patients
à des centres spécialisés. Il y a 2 grands centres en Europe. Le premier, c'est celui de Bordeaux. Le deuxième, c'est celui de Marseille. Ça, c'est les 2 plus grands centres européens en matière de Cushing. Et je vous remercie.